L'ambassadeur d'Éthiopie fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu de leur entretien, le bilan des 50 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire entretient aussi de bonnes relations avec le Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale est à Abidjan. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les opérateurs économiques sont satisfaits des dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2017. Ces dispositions leur ont été présentées hier sur initiative du patronat ivoirien. Il était donné favori. L'Algérien Riyad Mahrez a été élu joueur africain de l'année 2016. C'était hier à Abuja, au Nigeria. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Nous partons tout de suite pour Bouaké, où des coups de feu ont été entendus très tôt ce matin. Des tinouris ont été également entendus dans d'autres villes comme Daloa et Korogo. À l'origine, un mouvement d'humeur des militaires qui réclamerait notamment le paiement de primes et une augmentation de salaire. Et justement, pour parler de ces événements survenus ce matin dans des villes de l'intérieur du pays, nous avons avec nous sur ce plateau le ministère chargé de la Défense, Alain Richard Dounvaï. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce matin dans les différents casernes? Eh bien, aux alentours de 1h du matin, à Bouaké, ça a commencé par Bouaké. À Bouaké, il y a eu des tirs qui ont été entendus au 3e bataillon, donc de Bouaké, et donc en ville également. Et il s'agissait donc de soldats mécontents qui voulaient se faire entendre et donc qui ont utilisé ces voies-là pour manifester. Il y a eu ensuite plusieurs autres villes dans la journée qui ont été également touchés, comme Korogo, Odiéné, Daloa et Daoukro. Donc en tout, près de 5 villes. Près de 5 villes qui ont été touchées dans la journée d'aujourd'hui. Alors, que réclamaient ces militaires? Eh bien, il y avait plusieurs revendications, puisque nous avons pu recevoir de ces militaires une liste de revendications. Principalement, elles tournaient autour de paiement, de primes à temps, autour de grades, de durée de temps pour passer au grade supérieur. Il y avait également des revendications, notamment sur les conditions de vie du militaire et aussi des éclaircissements à donner sur une supposée prime écomog. Donc toutes ces revendications ont été reçues. Nous sommes en train de les étudier et nous avons l'intention, si elles sont fondées, d'y faire face. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons discuter avec nos hommes, recueillir leurs préoccupations et puis trouver des solutions à cette situation qui est déplorable. Qui est compréhensible mais déplorable quand même, parce que pour l'image de notre pays, pour le travail qui a été fait par le président de la République depuis la sortie de crise, manifester de cette façon-là peut être préjudiciable à notre pays. Mais nous comprenons ce qui s'est passé, nous avons entendu ce qui s'est passé et nous allons les rencontrer dès demain. Je me rendrai à Bouaké pour comprendre ce qui s'est passé, discuter avec nos hommes et trouver des solutions. Alors, à l'heure actuelle où nous parlons, quel est le point de la situation dans ces différentes villes? Oui, la situation est calme pour le moment. Il y avait des corridors qui avaient été fermés. Oui, qu'en est-il oui. exactement? Ils ont été pour la plupart ouverts. En tout cas, je pourrais remercier le travail qui a été fait par les autorités préfectorales et également les autorités religieuses qui se sont impliquées pour parler à nos hommes, pour les ramener à une situation calme. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, dans les différentes villes, aucun dégât matériel notable. Donc nous sommes convaincus que cette situation-là va s'arranger rapidement
Surtout que nous avons décidé de parler à nos hommes, comprendre leurs revendications et puis nous entendre sur la suite. Alors, qu'avez-vous à dire aux populations qui sont dans la peur, puisque après avoir entendu ces tirs de militaires? Oui, tout à fait. Je voudrais rassurer les populations. L'intention de nos soldats n'est pas d'attenter à leur intégrité. Et je voudrais remercier nos soldats pour avoir fait attention à cela. Donc, rassurer les populations, la situation est plus calme que la nuit dernière et elle sera calme cette nuit également. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, on sait aujourd'hui il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. Quelles sont les mesures qui ont été arrêtées? Alors, principalement, la réunion qui a été présidée par le président de la République lui-même cet après-midi, c'était déjà pour faire le point de situation, comprendre ce qui s'était passé et puis nous donner des instructions pour que nous nous déplacions nous-mêmes sur Bouaké demain, parler à nos hommes, les entendre et surtout régler les problèmes. Vous savez que nous sortons de crise et notre armée est en complète reconstruction. Les choses n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais elles avancent quand même. On pourrait dormir tranquillement cette nuit. Est-ce que l'appel à vos hommes d'entrer dans les casernes a été entendu? L'appel est entendu. Et moi, ce que je pourrais demander à nos hommes, c'est de faire en sorte que les biens et les personnes soient sécurisés cette nuit et que des personnes mal intentionnées ne profitent pas de cette situation pour agir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et Dieu fasse que la paix règne sur notre pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. L'ambassadeur d'Éthiopie fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu de leur entretien, le bilan des 50 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, une coopération qui sera renforcée, comme nous l'explique Awatouri. L'ambassadeur d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Yeshimebrat Merchakassa, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour elle de faire le point sur la coopération bilatérale entre les deux pays. I discussed with the head of the state, His Excellency President Alassane Ouattara. Je suis venu au terme de mon séjour en Côte d'Ivoire rencontrer le chef de l'État et faire le point des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, qui sont d'excellentes relations dans différents secteurs de la culture, de l'économie, de la politique. Et nous avons également constaté que 18 accords de coopération ont été établis, dont 8 ont été déjà signés dans ces différents secteurs. Nous avons examiné la possibilité donc de mettre en œuvre les accords qui sont déjà signés. Et dans la prochaine visite officielle que le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire effectuera en Éthiopie, nous allons essayer donc de mettre en œuvre tous ces accords et de signer les accords qui restent encore à signer. Nous avons célébré les 50 ans de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie et ça nous a donné l'occasion de constater à nouveau l'excellence des relations entre les deux pays. Je dois vous dire que je pars de Côte d'Ivoire très touché par l'accueil que j'y ai reçu de la part des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est mon pays, je reste ivoirien dans mon cœur. En Côte d'Ivoire, depuis novembre 2014, la diplomate éthiopienne s'est dit heureuse d'avoir participé au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Voilà l'ambassadeur d'Éthiopie qui fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez vu, elle a été reçue par le président de la République. Et la Côte d'Ivoire qui entretient aussi de bonnes relations avec le Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale est arrivé à Abidjan. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le Tchad, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, sollicite le soutien de notre pays. Le chef de la diplomatie tchadienne a eu des échanges fructueux avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à qui il a remis un message du président Idriss Déby Itno à son homologue Alassane Ouattara. Les deux hommes ont eu des échanges également sur la coopération entre leurs deux pays. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Faki Moussa Mahamat est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Nous avons bien entendu profiter de l'occasion
pour présenter nos félicitations aux autorités ivoiriennes qui ont réussi des élections, d'abord un référendum, des élections législatives. Ces réformes qui sont importantes. La Côte d'Ivoire qui est sortie de la crise et qui, sur le plan économique, a fait des progrès remarquables. Je crois que la paix et la stabilité s'instaurent. La croissance est là. Les réformes nécessaires sont engagées. Et je pense que c'est ce triptyque-là qui est également nécessaire au niveau de la Commission de l'Union africaine. Il nous faut nécessairement, au niveau du continent, la paix et la stabilité. Il nous faut créer les conditions d'une croissance pour trouver de l'emploi aux jeunes, pour l'émancipation des femmes, qui constituent la majorité de la population. Et pour cela, il faut des réformes conséquentes dans nos outils et dans nos instruments. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale du Tchad était accompagné par le ministre des Affaires étrangères ivoirien Marcel Amon Tanou. Et le Tchad qui vient de prendre une importante décision, le pays a fermé sa frontière avec la Libye. La zone frontalière a par ailleurs été décrétée zone d'opération militaire. L'annonce a été faite par le Premier ministre tchadien. Le Tchad, engagé dans la lutte contre le terrorisme et particulièrement contre Daesh, dénonce des mouvements inquiétants à la frontière avec la Libye où la situation sécuritaire est dégradée. L'ambassade de la Palestine en Côte d'Ivoire vient de célébrer un double événement, la fête nationale de la Palestine et la journée de la solidarité. L'ambassadeur palestinien en Côte d'Ivoire a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien et plaide pour une paix durable dans son pays. Perpétuellement, Malika Koulibaly. L'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire exprime sa gratitude et celle de son peuple pour cette marque de solidarité des Ivoiriens à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. Pour lui, son pays aspire à la liberté et surtout à une paix durable. C'est la raison pour laquelle il tient à remercier ses hôtes d'avoir répondu à cet appel à la solidarité. Le développement de la coopération dans les différents domaines nécessite une volonté politique forte afin de nous permettre de créer un environnement propice à la coopération et aux investissements dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous projetons à cet effet de signer des accords économiques et politiques permettant le renforcement de cette coopération. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Palestine se consolident au fil des années. Et le représentant du gouvernement à cette célébration confirme cette consolidation et encourage la reprise du dialogue décrété par l'Organisation des Nations Unies à régler pacifiquement le problème de la Palestine. Vous n'avez ménagé aucun effort pour booster notre coopération qui est restée en léthargie, bien que les perspectives restent très prometteuse. La Côte d'Ivoire encourage la reprise du dialogue israélo-palestinien qui permettra à la Palestine de réaliser ses ambitions pour son peuple. C'est à ce prix que nos investisseurs pourront contribuer dans la paix au développement de nos pays respectifs. C'est dans une ambiance conviviale et en présence de plusieurs invités que s'est tenue cette célébration de la fête nationale de la Palestine. Le médiateur de la République a fait le bilan des activités réalisées en 2016. Des défis restent à relever en 2017, comme nous l'explique Herman Guivé. Avant de parler bilan, il faut d'abord satisfaire à la tradition de présentation des vœux de Nouvel An. Cet exercice, les agents de la médiature de la République l'ont accompli sans médiation aucune. Chacun d'entre eux allant directement présenter ses vœux, les meilleurs, au premier responsable de l'institution, Ngolo Koulibaly. Des vœux, des mots, mais aussi des cadeaux pour saluer l'engagement du médiateur de la République qui, selon ses collaborateurs, ne ménage aucun effort pour redynamiser, mieux réorganiser l'institution. En termes de bilan, 2016 aura été une année riche en activités au plan interne et externe. Au plan interne, nous avons poursuivi la réorganisation de l'institution par la mise en œuvre du décret d'application de la loi organique. En matière de déconcentration des services du médiateur de la République, le recrutement des médiateurs délégués est en cours de finalisation.
au titre des réclamations. 159 requêtes ont été traitées en 2016. Je rappelle qu'en 2015, nous avions enregistré 180 requêtes. Au plan de la coopération internationale, la participation de notre institution, de plus en plus active, est aussi de plus en plus appréciée. Au plan de la coopération bilatérale, le médiateur de la République a rendu une visite amitié et de travail à son homologue du Maroc, Abdelaziz Benzakour, avec lequel un mémorandum de coopération a été signé. Ce protocole de coopération a favorisé des missions d'échange et de formation au profit de certains agents de la médiature de la République. Et les opérateurs économiques sont satisfaits des dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2017. Ces dispositions leur ont été présentées hier sur initiative du patronat ivoirien. L'annexe fiscale 2017 supprime les droits de recherche autrefois perçus par l'administration financière et des TVA sur certaines opérations destinées à l'exportation des marchandises. Explication détaillée avec Francis Boifo. L'annexe fiscale 2017 suspend l'obligation de déclaration annuelle de l'impôt général sur le revenu IGR jusqu'au 31 décembre 2018. Les pensions de retraite n'excédant pas 300 000 francs CFA ne sont plus soumises à l'impôt sur traitement et salaire ITS, de même que les rentes viagères n'excédant pas 100 000 francs CFA. Cette année, le législateur a pris des dispositions pour encourager l'exportation des marchandises et améliorer les relations entre les contribuables et l'administration financière. On note des suppressions de taxes et de droits. Il y a ce qu'on appelait les droits de recherche qui étaient perçus par les administrations financières lorsque vous sollicitez nos services pour l'obtention d'actes. Ces droits de recherche sont désormais supprimés à compter de l'annexe fiscale 2017. C'est une réponse à une requête du secteur privé. La suppression de l'exemption de TVA sur certaines opérations destinées à l'export. Ces opérations étaient devenues difficiles à contrôler et en plus cette exemption reportait la charge de la TVA sur l'industriel qui ne peut pas facturer la taxe à l'exportateur. Nous sommes revenus donc à l'orthodoxie de la TVA en la matière qui indique que c'est l'exportateur qui est en situation de crédit de TVA qui doit demander donc le remboursement du crédit. L'annexe fiscale 2017 encourage l'actionnariat national par des exonérations d'impôts et favorise l'emploi des personnes en situation de handicap. Des crédits d'impôt pour l'embauche des personnes handicapées. Il y a également des améliorations quant aux droits à payer en cas de succession qui baissent carrément de plus de 75%. Pour les PME, par exemple, il y a un crédit d'impôt qui est accordé. Il y a aussi, disons, des améliorations qui sont apportées dans la présentation des comptes en fin d'exercice. On a repoussé ça maintenant au 30 juin. Dans l'ensemble, il n'y a pas de nouvelles impactant négativement les sociétés. Et je dois dire que ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Pour le directeur général des impôts, Siabou Ouattara, les 27 mesures contenues dans l'annexe fiscale 2017 visent à améliorer l'environnement des affaires et le quotidien des contribuables. Le Conseil régional du Béret s'investit pour le bien-être de sa population à travers la lutte contre la pauvreté. 1 milliard de francs CFA ont été déboursés. De nombreux investissements ont été réalisés dans différents domaines, notamment l'éducation, la santé, l'électrification rurale et l'adduction en eau potable. On voit tout cela avec notre reporter Mamadou Kwasi. Des talbans d'un total de 4 000 remis au responsable régional de l'éducation nationale afin de soulager les élèves et les enseignants de la région du Béret. Un don du conseil régional pour résoudre l'épineux problème de talbans rencontrés dans les écoles publiques de la région. En plus des talbans, Abdelkader Karamoko, président du conseil régional du Béret, a offert au corps médical du matériel biomédical pour répondre également aux besoins de la population qui aspire à un mieux-être. Au cours de cette cérémonie de remise des dons, les populations saluent les actions de développement engagées par le conseil régional. Le président de cette institution a signifié que les initiatives de développement vont continuer afin de réduire considérablement le taux de pauvreté dans la région du Béret. Avant la remise de ces dons, le Conseil a tenu sa 4e session ordinaire au titre de l'année 2016. Occasion pour le président du Conseil régional du Béret, Abdelkader Karamoko, de faire le bilan des actions réalisées au cours de l'année écoulée pour l'ensemble de la région. Il a également mis un accent sur celles menées dans le département de Mankono, où 800 millions de francs CFA ont été investis dans l'éducation, avec la construction et l'équipement des salles de classe et de logements de maîtres.
À cela s'ajoutent des investissements dans le domaine de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification rurale et le soutien financier aux jeunes et aux femmes. En tout, le Conseil régional du Béret investit en 3 ans environ 1 milliard de francs CFA dans le département de Mankono. Le préfet de région salue le bilan du Conseil. Il a également saisi l'occasion pour inviter les populations à saisir les autorités compétentes en cas de litige entre agriculteurs et éleveurs. Dans le domaine sanitaire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche sa détermination à mettre de l'ordre dans la création des cliniques privées. Les établissements sanitaires privés qui exercent sans autorisation légale seront fermés. Le ministère vient de tenir une rencontre avec tous les acteurs de ce secteur. Ils ont été invités au respect scrupuleux de l'éthique médicale. Grâce Kanto. Aides-soignants formés sur le tas en remplacement des infirmiers et professionnels de santé, soins au rabais, utilisation des lieux d'habitation comme établissements de santé, autant de plaintes enregistrées à propos des établissements sanitaires privés. Pour redorer le blason de ce secteur, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte à tous les acteurs de ces établissements privés à un respect scrupuleux de l'éthique médicale. Il s'agit de les aider à se mettre aux normes, à rentrer dans le canevas de la réforme hospitalière qui a été faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. De sorte que, quand on rentre dans une clinique privée, qu'on soit sûr qu'on va recevoir le meilleur des soins. Les responsables de ces cliniques privées marquent leur détermination à réserver un bon accueil aux patients. Ils souhaitent par ailleurs une assistance de l'État. Il est important que les promoteurs nationaux que nous sommes, l'État nous aide à mieux appréhender la problématique de la prise en charge au niveau de la santé de nos populations. Et c'est l'un des seuls secteurs où il n'y a pas eu de réévaluation des tarifs depuis 1998. La rencontre a été aussi l'occasion de rassurer les promoteurs des cliniques privées sur la régularisation de leur situation administrative. Nous sommes aussi en train de faire en sorte que, pour que l'autorisation soit délivrée, il y ait une attestation de conformité qui permet donc de dire que l'établissement est vraiment conforme à ce qui est souhaité et ne fait courir aucun risque à la population. Pour mettre à jour la base des données des structures sanitaires privées, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande aux promoteurs de se faire recenser. La Côte d'Ivoire abritera, vous le savez, du 21 au 30 juillet prochain, les 8e Jeux de la francophonie. À 6 mois de l'événement, les travaux du village de ces Jeux avancent. Le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, vient de recevoir des panneaux de construction préfabriqués. Issaïo. Le village des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, situé à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, sera livré fin février aux autorités ivoiriennes. 160 conteneurs sur 800 comprenant les panneaux pour la construction de logements préfabriqués sont déjà disponibles. Les autres seront réceptionnés dans les jours à venir. Pour le montage des bâtiments, 15 entreprises ivoiriennes ont été sélectionnées. Heureux de la qualité des travaux réalisés et du respect du calendrier d'exécution des 10 ouvrages, le ministre Robert Begremambé, en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, est revenu sur les nombreuses opportunités que ces Jeux offrent à notre pays. On ne sera jamais satisfait de ce que nous faisons parce que nous savons que tous les jours, il faut améliorer ces prestations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus constater qu'après les fondations qui ont été réalisées à plus de 95%, nous avons commencé à recevoir les conteneurs contenant les panneaux déjà préfabriqués et que nous allons monter pour que les bâtiments d'hébergement sortent définitivement des terres. Il a en outre félicité l'entreprise de droit ivoirien Snedaï et ses partenaires, ainsi que le Bénet, pour avoir pris la pleine mesure des enjeux qui se présentent à notre pays. Non sans inviter les Ivoiriens à offrir au monde entier, en juillet 2017, ce qu'ils ont de plus cher, à savoir l'hospitalité et la fraternité. Pour ce qui concerne les autres chantiers, le ministre s'est voulu optimiste quant au respect des délais de livraison.
Le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, vient de remettre les travaux réalisés en collaboration avec un cabinet au ministre des Sports, des travaux qui consistent donc à professionnaliser le sport ivoirien. Koulibaly Seydou, Salif Ouattara pour le reportage. Après 2 saisons de travaux sur la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire, le Bureau national d'études techniques et de développement a rendu son étude au ministère des Sports et Loisirs. Une étude réalisée en partenariat avec le cabinet français Havas. Dans la salle de conférence du Centre d'information géographique et du numérique du BNET, le directeur général, Koulibaly Kinapara, a remis officiellement les conclusions de l'étude au ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amicha. Une étude accueillie avec beaucoup de joie par le premier responsable du sport ivoirien. On nous a remis donc ce rapport. Nous allons maintenant au niveau du ministère l'étudier dans le détail et avec la grande famille du sport voir sa mise en application. Cette étude menée par le BNET a montré que la Côte d'Ivoire, grande nation de sport, était terriblement malade de ses infrastructures sportives et surtout de son financement. Alors que la Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 stades répondant aux normes internationales, des pays comme le Maroc en comptent 6 et l'Afrique du Sud une dizaine. Et pour le financement de nos sports, l'étude menée par le BNET recommande de s'appuyer sur le budget de l'État, la parafiscalité et les sponsors. Une étude dont le directeur général du BNET est fier. C'est une collaboration, disons, qui est continue, parce que nous avons travaillé quand même avec le monde du sport depuis plusieurs années. Donc c'est une collaboration donc, qui prend une nouvelle forme aujourd'hui. La mise en place des recommandations sur la professionnalisation du sport ivoirien est aussi attendue par les fédérations. Les conclusions de cette étude étaient très attendues par nous, présidents des fédérations, par tout le monde sportif. Avec cette étude qui trace la voie à suivre pour booster notre sport, un palier vient d'être franchi dans la mise en place de structures pour un sport ivoirien de plus en plus performant. Il était donné favori. L'Algérien Riyad Mahrez a été élu joueur africain de l'année 2016. C'était hier à Abuja au Nigeria. Le milieu offensif a été récompensé pour sa très bonne saison passée avec son club Leicester, sacré champion d'Angleterre. Il a été désigné par le vote des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la CAF. Salif Ouattara pour le reportage. Avec 361 voix, le footballeur international algérien Riyad Mahrez a été élu le jeudi à Abuja, au Nigeria, joueur africain de l'année 2016, devançant ainsi le Gabonais Pierre Aubameyang, Ballon d'Or africain 2015, de 48 voix. À 25 ans, le pensionnaire de Leicester FC, Première Ligue anglaise, rentre ainsi dans l'histoire du football africain après 2 autres Algériens. Lagda Belloumi, sacré meilleur joueur africain en 1981, et Rabat Madjer, Ballon d'Or africain en 1987, connu pour sa célèbre talonnade, la Madjer. Le milieu offensif des Fennecs avait déjà été élu meilleur joueur de l'année du championnat d'Angleterre de football avec son club, Leicester City FC. Après une folle épopée avec son club la saison dernière, qui l'a conduit au titre de champion d'Angleterre, Riyad Mahrez se voit ainsi récompensé pour une année brillante. Son ambition désormais, gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays. Et ces nouvelles qui nous parviennent des États-Unis d'Amérique, le Congrès américain vient de certifier l'élection de Donald Trump, le successeur de Barack Obama. Et cette fusillade qui est en cours dans l'un des 2 aéroports de l'État de Floride, c'est toujours aux États-Unis d'Amérique. On dénombre 5 morts. Les forces de l'ordre ont bouclé la zone et l'assaillant aurait été interpellé. Plus loin, au Brésil, au moins 33 détenus ont été massacrés aujourd'hui dans une prison dans le nord du pays. Ces meurtres surviennent 5 jours seulement après une mutinerie sanglante qui a coûté la vie à 56 prisonniers en Amazonie. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités policières brésiliennes. En octobre dernier, 10 détenus avaient été assassinés dans cette même prison lors d'un affrontement entre factions rivales du crime organisé.
Et le Mexique qui est aussi agité. Les protestations se multiplient depuis que le prix de l'essence a augmenté de 20% et le diesel de 16%. Selon le gouvernement mexicain, cette augmentation n'est pas due à un ajustement fiscal, mais à une révision des coûts par rapport aux prix internationaux du pétrole. La mesure d'augmentation très impopulaire a provoqué des manifestations, des pillages et des violences. Aéroport fermé en pleine saison touristique, routes coupées, villages inondés. Le sud de la Thaïlande connaît depuis plusieurs jours des pluies torrentielles qui ont provoqué la mort de 8 personnes. 9 provinces sont touchées et plus de 100 000 habitations sont sous les eaux. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis et continuons de promouvoir la paix dans notre entourage.